Merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé ce mercredi à la signature des deux accords d'appui budgétaire avec la Banque mondiale pour une valeur totale de 52 millions de dollars. Le premier est un projet d'amélioration de la desserte en eau à Conakry et le second, lui, porte sur l'assistance technique et le renforcement des capacités pour la gouvernance. Les deux ensemble, selon la ministre, viennent en amélioration du cadre de vie des populations guinéennes. Maria Bailoli, compte rendu. La signature de ces deux accords qui sont d'un montant global de 52 millions de dollars met en exergue les bonnes relations bilatérales entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque mondiale. Ces accords permettront à la Guinée de renforcer la gestion des finances publiques et d'améliorer l'efficacité des dépenses et les conditions de vie des populations. Le premier accord dont le financement est de 22 millions de dollars permet de consolider les appuis budgétaires et le second, lui, vient en appui au service d'approvisionnement en eau potable de la capitale et son financement s'élève à 30 millions de dollars. Le projet urbain eau approuvé par le conseil d'administration de la banque le 27 juin dernier marque le retour, ou j'allais dire le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l'eau en Guinée. L'objectif premier de ce projet est d'améliorer la disponibilité de l'eau potable et l'amélioration des services d'assainissement aux populations dans la zone métropolitaine de Conakry. Comme je l'ai mentionné, en deuxième, nous signons aujourd'hui le financement additionnel du projet d'assistance technique et de renforcement des capacités pour la gouvernance économique, qui marque une étape importante dans le dialogue que nous avons sur cette thématique critique pour le développement de la Guinée, à savoir la gouvernance économique. Ce don de 22 millions constituera un appui au gouvernement pour poursuivre ses efforts en vue d'améliorer donc la gouvernance dans le secteur de la gestion des ressources humaines, mais plus globalement la gestion des finances publiques. La ministre de l'Économie et des Finances qui a gratifié les donateurs, Malado Kaba, a aussi réitéré la volonté du gouvernement à mettre en œuvre ces deux projets afin de maximiser les impacts. Ces deux accords marquent une étape supplémentaire importante dans les relations bilatérales avec la Banque mondiale. Permettez-moi, au nom de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, chef de gouvernement, d'adresser ici mes remerciements les plus chaleureux aux équipes pays de la Banque mondiale qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ces deux initiatives. Au moment où la Guinée doit relever tant de défis majeurs dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, nous ne pouvons que nous féliciter de retrouver la Banque mondiale à nos côtés pour nous épauler dans le développement de notre pays. Au total, 7 730 000 personnes vont bénéficier des résultats de ce premier projet qui est celui de l'eau. Santé, on en parle dans cette édition et la question: comment lutter aujourd'hui contre le paludisme en Guinée? Le ministère de la Santé y a réfléchi et trouvé juste qu'il faut impliquer les religieux et les écoliers. Autour de la table ce mercredi, les acteurs ont lancé cette nouvelle dynamique pour renforcer le niveau des connaissances et des pratiques de la communauté sur cette maladie principale cause de mortalité en Afrique. Moussa Sefa Kamara. Le paludisme tue plus que le sida en Afrique, selon les professionnels de la santé. Les dernières données statistiques sur la prévalence de cette pathologie est de 44% en Guinée d'après le programme national de lutte contre le paludisme. Cette prévalence varie d'une région à une autre en fonction de certaines conditions climatiques et l'accès facile aux mesures sanitaires. C'est pourquoi cette nouvelle stratégie pour réduire le taux de mortalité dans le pays. La santé pour tous, dit-on, mais la santé c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi nous croyons au rôle primordial des leaders religieux et des écoliers dans la lutte contre le paludisme. Les premières cibles de lutte au compte de cet autre combat contre la maladie réaffirment leur engagement auprès des partenaires.
au nom du secrétaire général des affaires religieuses, notre engagement ferme à être aux côtés de la politique du professeur Alpha Condé et de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé pour la lutte contre le paludisme et ce jusqu'à la victoire. Le manque d'éducation porte préjudice à la santé, tout comme l'absence d'une bonne santé, une bonne éducation n'est pas aussi possible. Pour le ministre de la Santé, Abdourahmane Diallo estime qu'avec le concours de tous les acteurs impliqués dans la lutte, le pays pourrait vaincre cette pathologie. Que l'espoir est permis. La Guinée peut éliminer le paludisme tel que recommandé par l'OMS dans la stratégie technique mondiale 2016-2030. En mutualisant nos efforts et avec le soutien de tous les acteurs de développement, nous pouvons réaliser cet objectif. Ces derniers temps, le paludisme a connu une nette régression en Guinée grâce à l'utilisation des moustiquaires, la sensibilisation et l'accès aux médicaments. Cependant, les partenaires et les services sanitaires doivent renforcer la lutte pour son éradication. Éducation, les candidats au baccalauréat unique session 2017 sont situés sur leur sort depuis ce mercredi. 27%, c'est le taux d'admission et le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'en réjouit et promet des réformes qualifiantes du système éducatif guinéen. Ils étaient 95 196 candidats et seulement 23 656, dont 6 246 filles ont décroché leur ticket d'accès à l'université. Soirée Boubacar, décryptage. Contrairement à l'année dernière, le taux de réussite au baccalauréat unique session 2017 a été revu à la baisse. Sur les 95 196 candidats inscrits, dont 34 508 filles, seulement 23 656, dont 6 246 filles sont admis, soit un pourcentage de 27,15% sur toute l'étendue du territoire national. Après la publication de ces résultats ce mercredi, le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire laisse entendre que dans sa politique, le nombre importe peu, c'est la qualité qui les intéresse. Ce résultat, l'interprétation qu'il faut donner, c'est que c'est les meilleurs qui ont obtenu le baccalauréat, quel que soit le nombre. Vous savez, nous on s'est inscrit dans une logique, ce n'est plus le nombre d'admis qui nous intéresse. C'est-à-dire combien ont eu le baccalauréat et qui n'ont rien qui seront plus complexés devant les candidats de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Notre objectif, même si c'est 10, que les 10 là soient compétitifs sur le plan national et international. Dans cette recherche de la performance au niveau de l'éducation guinéenne, souvent le faible niveau des apprenants est mis au devant de la scène. Cependant, selon Ibrahim Khalil Konaté, dans cette problématique, on ne doit pas perdre de vue la qualité de la formation aussi. C'est pour cela qu'il préconise la réouverture des centres de perfectionnement continu. Si on ne peut pas pour améliorer les méthodes d'évaluation, il faut se battre aussi pour que la qualité de formation soit assurée. Nous allons réouvrir l'INIRAP et donner d'autres objectifs. D'abord, je fais déplacer la formation continue du ministère pour le mettre dans le paquet de l'INIRAP. L'évaluation et suivi va rejoindre là-bas. Ils seront des départements de formation continue, départements d'évaluation et suivi et département de curriculum, parce qu'une mission doit sortir aussi pour aller au Sénégal et en Côte d'Ivoire, pour aller prendre les programmes d'enseignement et venir le comparer avec nos programmes. Ibrahim Khalil Konaté annonce déjà que dans les jours à venir, 3000 enseignants au niveau élémentaire entameront une formation de 20 jours. Et Soirée Boubacar, il faut dire que dans les rues de Conakry, ils sont nombreux des citoyens qui se sont aussi exprimés ce mercredi sur ces résultats. Suivez donc quelques réactions au micro de Buntourabi Keita. Les élèves n'étudient pas. Sauf les élèves commencent à étudier, sauf si que au moins les 6 mois, les 9 mois finis maintenant, les 2 mois qui restent, cherchent maintenant à faire l'internat. Est-ce qu'on peut avoir le bac dans ça? On ne peut pas avoir le bac dans ça. On préfère au moins comme le bac commence par l'ouverture jusqu'à la fin de l'année. L'université, c'est un autre monde. Donc la sélection des meilleurs est nécessaire pour avoir des élites dans les institutions d'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas de faire passer tout le monde. C'est une réussite pour l'éducation guinéenne. C'est pourquoi il faut féliciter le ministre. Parce qu'il ne s'agit pas de former les élèves
mettre des étudiants sur le marché d'emploi incapables. Mais lorsque l'élève se sent capable d'être à l'université, je crois qu'on fera des bons produits. Cette fois-ci, ceux qui ont passé, ils ont travaillé, pas politiquement, on n'a jamais aidé les gens là. Ceux qui n'ont pas gagné ont pensé le temps de l'Ansana jusqu'à Dadis. Et à l'heure là, non, cela ne marche plus. La situation des forêts, notamment celles classées, continue d'inquiéter les protecteurs de la nature. De Conakry à l'intérieur du pays, le constat est alarmant vu la disparition progressive des forêts. Pour une restauration et la protection de l'écosystème en Guinée, le directeur national des eaux et forêts interpelle tous les citoyens à s'y impliquer davantage. C'est Aïssata Fofana qui l'a rencontré ce mercredi. Suivez son décryptage. L'exploitation anarchique des forêts est devenue de nos jours le moyen de subsistance de nombreux citoyens en Guinée. Malgré des appels et mesures incessantes des autorités de tutelle, ces bosquets se vident de leurs ressources tout en mettant en péril l'existence de la faune d'après des spécialistes. Et pourtant, rappelle le directeur national des eaux et forêts, elles jouent un rôle primordial dans la vie d'une communauté. C'est l'arbre qui était là, qui protégeait le cours d'eau. Si c'est coupé, ça veut dire que le cours d'eau est exposé à des conséquences de changements climatiques parce que le microclimat est là, a disparu, le cours d'eau n'a plus, l'eau n'a plus de protection, donc ça va avoir une occasion d'évaporation des eaux et le lit s'assèche et ça devient un problème pour la collectivité, pour la population qui vit de ça. Sur l'ensemble du territoire national, quelques forêts classées zones réservées par l'État après les indépendances ont subi des rétrécissements au fil des années. Une situation que déplore le colonel Namori Keita. Avec la poussée démographique, il y a des forêts qui ont subi des dégradations. Je prends le cas particulier des forêts périurbaines et urbaines de Conakry. Bon, je ne sais pas si en 92 ou bien même dans les années 70, ces forêts-là n'avaient pas ces superficies qu'elles occupent aujourd'hui. Je prends la forêt de Kakibo, la date de classement, c'était 115 hectares, mais avec aujourd'hui plus de moins de 30 hectares. Si vous prenez la forêt d'Anta, c'est la même chose, ainsi que la forêt de Dabopa, et la forêt de Mouroula qui vient d'être victime de cette dégradation. Mais avec la restauration du corps des conservateurs de la nature, le directeur national des eaux et forêts entend reconstituer l'écosystème et sauvegarder le reste des forêts qui, elles aussi, risquent de connaître le même sort que les autres. Et puis, bientôt, la journée d'échange et de concertation de la presse en Guinée. Le 1er août 2017, c'est la date, mais en prélude, le syndicat de la presse privée a conféré ce mercredi avec les confrères à Koleya. Il était question de parler de l'évolution du projet relatif à la convention collective et déplorer la faible adhésion des journalistes à cette cause qui est pourtant en leur faveur. Saloum Kondé, explication. Une rencontre entre confrères ce mercredi. La salle de conférence de la maison commune des journalistes n'a pas fait le plein pour parler de l'évolution de la convention collective des hommes des médias. Pourtant, cette salle déborde souvent quand il s'agit des rencontres politiques, un fait que déplorent les membres du syndicat de la presse privée de Guinée. Quand il s'agit du syndicat des professionnels de la presse, il y a peu de journalistes qui viennent. Et nous nous sommes interrogés, on s'est posé la question de savoir pourquoi les journalistes eux-mêmes qui sont concernés par cette situation n'apportent pas tout l'intérêt qu'il faut justement à ce projet-là. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre adhésion massive. Surtout qu'on arrête les suspicions dans les rédactions. Personnellement, j'ai entendu des gens dire « Oh, mais les syndicalistes, qu'est-ce que ça apporte à la Guinée ?» J'ai envie de dire à ceux qui le disent, d'abord, le syndicalisme a apporté l'indépendance à la Guinée, l'indépendance politique. Et le syndicalisme va nous apporter l'indépendance économique en tant que journaliste. Il faudra bien qu'on le sache. Mais si on ne s'organise pas, on n'obtiendra rien. Visiblement, l'engagement et la disponibilité manquent à certains journalistes pour adhérer à cette convention collective. Mais selon le secrétaire général du syndicat de la presse privée, ce projet réserve pourtant un lendemain meilleur aux professionnels des médias. L'intérêt, vous le savez,
c'est de réglementer le secteur. Jusqu'à présent, c'est une honte pour nous que des gens ont fait combien d'années dans une rédaction, ils n'ont même pas ce qu'on appelle un simple contrat de travail. Les gens n'ont même pas le SMIG. Certains ne sont pas immatriculés. Combien d'entre nous sont malades actuellement, couchés à la maison? Donc, l'avantage pour nous, c'est que les patrons vont s'engager. Nous aussi, nous allons nous engager pour mieux travailler dans le cadre professionnel. On ne peut pas travailler comme ça sans aucune situation. Selon les membres de la presse privée de Guinée, cette association bénéficie actuellement du soutien de certains patrons de presse. Et sur le continent, le gouvernement camerounais réagit après le rapport d'Amnesty International publié le 20 juillet sur le respect des droits de l'homme. Le Cameroun est à nouveau accusé par l'ONG de recours à la force de détention et d'arrestation arbitraire dans sa lutte menée contre Boko Haram. Des faits réfutés par les autorités camerounaises. Suivez. Après avoir pointé en 2015 puis 2016 les fréquents manquements des autorités et des forces de sécurité camerounaises au regard de ses obligations, Amnesty International démontre dans son rapport de juillet 2017 que le recours à la torture par les agents de l'État dans le cadre de la lutte contre Boko Haram est aujourd'hui banalisé et ce en toute impunité. Dans ce document intitulé Chambre de torture secrète au Cameroun, l'ONG dit avoir rencontré 101 personnes affirmant avoir été détenues au secret et torturées par l'armée camerounaise entre mars 2013 et mars 2017. Pourtant, en 2013, le Cameroun n'est pas encore en guerre contre Boko Haram. Nous rejetons, le gouvernement camerounais rejette ces contre-vérités. Amnesty International s'installe aujourd'hui dans une démarche de déni de vérité, de déni de compétences, de déni de capacité et du déni de respect des conventions dont mon pays est signataire. C'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose d'inacceptable. En réponse au récent rapport de l'ONG internationale, le porte-parole du gouvernement a donné un point de presse vendredi 21 juillet à Yaoundé. Le ministre de la Communication Issa Tiroma a rassuré qu'aucune exaction de quelque nature que ce soit n'est tolérée au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises. Selon lui, ce rapport vise à s'appeler au moral et ternir l'image des forces de défense et de sécurité camerounaises. Au ministère de la Défense, les autorités assurent de la formation rigoureuse et intransigeante des forces de défense au respect du droit international humanitaire et des droits humains. L'armée camerounaise, n'est-ce pas, fait un effort extrêmement important pour pouvoir condenser dans le vécu et dans la manière de faire des militaires camerounais des connaissances sur le droit humanitaire à partir de la formation de soldats où il est imposé des modules de droit humanitaire jusqu'à l'école supérieure de défense. Et je dois vous dire que lorsqu'on envoie les militaires camerounais au niveau du combat, il y a un centre d'aguerrissement qui permet, n'est-ce pas, de rafraîchir ces éléments de droit humanitaire. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, au moins 23 attaques suicides ont été comptabilisées depuis avril 2017. Pour les 4 dernières années, Boko Haram porte la responsabilité de la mort d'au moins 1500 civils dans cette région. Des agressions et des exactions de Boko Haram qui mériteraient également, selon les observateurs, l'attention d'Amnesty International. Un pas vers la paix en Libye. Le président du Conseil présidentiel, Fayad Al-Sarraj, et le commandant de l'armée nationale, le général Alifat Haftar, ont adopté le 25 juillet dernier une déclaration commune pour sortir le pays de la crise. Cette rencontre s'est faite près de Paris sous l'égide du président français Emmanuel Macron et a également débouché sur un accord pour un processus électoral en printemps 2018. Suivez. Lors d'une rencontre ce mardi 25 juillet à la salle Saint-Cloud, placée sous l'égide de la France et des Nations Unies, le président du Conseil présidentiel libyen Fayez El-Sarraj et le général Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale, ont adopté une déclaration commune pour une sortie de crise en Libye. Un accord de principe en 10 points agréé mais pas signé par les deux belligérants. Le texte prévoit notamment la mise en place d'un cessez-le-feu, l'inclusion des différentes parties au conflit, la réinsertion des combattants dans une nouvelle armée unifiée et un processus électoral fixé au printemps 2018. Nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible, à compter du 25 juillet 2017, en coopération avec les institutions concernées et avec le soutien et la supervision des Nations Unies.
Le gouvernement d'union nationale se veut optimiste et qualifie d'historique cet accord entre les deux parties, un accord qui pourrait favoriser les premiers pas d'une réconciliation nationale. Cet accord nous fera faire un pas en avant, surtout si les intentions sont bonnes et s'il est appliqué d'une manière sérieuse en incluant toutes les autres parties. Cette solution sera alors celle de tous les Libyens. La société libyenne est une société conciliante. Je pense que les Libyens finiront par se réconcilier, surtout lorsque cesseront les interventions étrangères. Ils se réconcilieront si on les laisse décider de leur sort. La Libye a sombré dans la division depuis le renversement en août 2011 de Muammar Kadhafi. Plusieurs autorités rivales ainsi que des milices se disputent le contrôle de son territoire. En interactualité en France, à Saint-Étienne-de-Rouvray précisément, un an plus tard, cette petite ville a rendu hommage ce mercredi au père Jacques Hamel, assassiné il y a un an tout juste dans son église par 2 djihadistes. Un office s'est tenu ce matin en présence d'Emmanuel Macron. Suivez. Un long silence, observé à 9 heures précises, comme l'heure à laquelle il y a un an le père Jacques Hamel célébrait sa messe. Veuillez vous asseoir. Dans l'Assemblée, aux côtés des paroissiens et de quelques proches du prêtre disparu, le président de la République ainsi que d'autres personnalités politiques françaises. La cérémonie est retransmise sur un écran géant installé pour l'occasion à l'extérieur de la petite église. Je pense qu'il y a de l'émotion, mais elle est normale. Elle est normale, elle est tout à fait normale. La plupart des gens ici ont connu personnellement, ont vécu des choses avec le père Jacques Hamel. Ce 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel est tué de 2 coups de couteau portés à la gorge. Ces assassins n'avaient même pas 20 ans. Tous deux se réclamaient de l'organisation de l'État islamique. Nous appelons notamment les jeunes à être très vigilants vis-à-vis du dévoiement d'un certain nombre de valeurs de la religion musulmane. Il y a un certain nombre de concepts tels que celui du djihad qui est totalement dévoyé. Le souvenir du père Jacques Hamel vivra à jamais dans son église. Un grand disque en inox où sont gravés les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été érigé sur l'un des côtés de la bâtisse. Une stèle républicaine dévoilée par Emmanuel Macron. Le sourire de Jacques Hamel est devenu ce sourire de résistance, celui de l'humanisme qui se tient droit face à l'obscurantisme. Dans sa vie humble, toute offerte aux autres. À la demande du pape François, Jacques Hamel devrait être béatifié en tant que martyr par le Vatican. Toujours en France et pour terminer, le chiffre du jour, 12 000 personnes évacuées dans la région de Boum-les-Mnazas, c'est dans le sud-est du pays. Une région qui est en proie depuis 3 jours d'un incendie. Plusieurs hectares sont déjà partis en fumée. Les pompiers sont intervenus plusieurs centaines de fois. Suivez. L'épais nuage de fumée domine le panorama. Ces images ont été tournées hier soir par un vacancier, alors que l'incendie ravage la colline près de la plage de Bornes-les-Mimosas. Très vite, le feu encercle un camping et ces 3000 touristes sont évacués. C'est sur la plage qu'ils vont passer la nuit. D'autres sont emmenés dans le gymnase et la salle des fêtes de la commune. Quelques couvertures, quelques lits de camp pour les enfants. La nuit est éprouvante, mais ils sont en vie. C'est impressionnant quand même parce que les flammes étaient vraiment toutes proches, même si on essaie de rassurer le plus possible. Bon, voilà, il y a un petit moment où on fait vite, donc il faut faire vite et puis on agit. Ça fait un petit coup de stress au départ, mais après voilà. Il y a papa et maman qui sont là pour un peu... Mais c'est vrai qu'on le voyait bien quand même, le feu du village. On dormait, on attrapait voler et on a dit il y a le feu, il y a le feu. Je suis allée réveiller les petits, on est tous rendez-vous, donc je suis en chemise de nuit. Toute la nuit, le feu s'est propagé dans ce secteur très touristique du Var. Les flammes grignotent des dizaines d'hectares chaque minute. Ce matin, le bilan est lourd dans cette entreprise. Tout a brûlé. Tout a brûlé, voilà. Il n'y a plus rien. Il y a les jantes et des morceaux de châssis. Des dizaines de caravanes étaient garées ici. Il ne reste que des ruines encore fumantes. Le propriétaire qui vit au sein de son entrepôt a été réveillé par la lumière des flammes. J'ai vu le feu de la chambre qui est ici. C'est-à-dire que j'ai vu la lumière autour des volets, j'ai ouvert les volets et voilà, on était à 20 mètres des flammes. Voilà, juste là. Ce matin encore, le feu menace le secteur. Près de 500 pompiers sont mobilisés. Les habitants leur prêtent parfois main forte.
Comme ce jeune homme qui depuis des heures tente d'éteindre de nouveaux petits foyers. Mais ses moyens sont dérisoires. On n'a pas d'équipe de pompiers, on n'a rien là. Donc du coup on fait avec les moyens du bord. Je vais pas directement dans les flammes. Je vais sur les foyers qui reprennent un petit peu pour éviter que ça se propage. Depuis 2 jours, les feux se multiplient dans le sud-est de la France. Ces incendies ont déjà ravagé plus de 5000 hectares et blessé plus de 20 secouristes. www.tamtamguinée.com. C'est sur ce site que vous pouvez continuer à regarder cette édition d'information. Merci de votre attention et au revoir.